Hey, salut tout le monde, JF Breton pour un autre épisode du balado Automédia. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir André Nolin. André qui est le vice-président du tout nouveau groupe Sully, suite à une fusion qui a été annoncée tout récemment, dans les dernières semaines, entre plusieurs entreprises, dont FMT, Formation Laurent Urtubise, et ainsi que Sully, tel que vous les connaissiez avant. Donc, une discussion super intéressante. Évidemment, on parle un peu de cette fusion-là et de ce que ça va représenter concrètement pour vous, les concessionnaires, mais aussi, on va un petit peu plus loin dans, concrètement, là, en 2025, comment est-ce qu'on peut se démarquer et comment on peut justement utiliser différents outils technologiques, mais aussi différentes méthodes qu'on va chercher d'une époque où il y avait pas mal moins de technologie pour s'assurer de conserver la fidélité de notre clientèle et de renouveler justement ces clients-là par l'entremise notamment de belles expériences, de beaux événements aussi. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant comme survol de la situation à travers l'œil d'André Nolin. Et vous allez voir, on lance plusieurs idées tout au long de l'épisode. Je vous invite à nous indiquer dans les commentaires justement qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans votre concessionnaire justement pour offrir une expérience qui est différente et qui se démarque à vos clients. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne entrevue. Juste avant de passer à l'entrevue, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'agence Automédia qui s'attaque aux 25%. Évidemment, on n'a pas de contrôle sur les tarifs imposés par les Américains, mais on peut faire quelque chose pour le 20, 25, voire même 30% de frais de gestion que vous payez mois après mois sur vos campagnes numériques. On veut faire notre bout pour vous aider, surtout dans le contexte actuel, et une des manières d'y arriver, c'est en vous offrant des campagnes hautement performantes et personnalisées, mais surtout en vous chargeant seulement les heures réellement investies par notre équipe dans vos campagnes en toute transparence. Rien de plus, rien de moins. Faites le calcul, on parle potentiellement de milliers de dollars en économie. On n'est pas seulement des passionnés de l'automobile ou des experts en marketing numérique. À l'agence Automédia, on est le mélange des deux au service de votre concessionnaire. Donc, pour tous vos besoins en marketing, gestion de réseaux sociaux, création de contenu, vidéo, photos et à l'écrit, et en publicité numérique, rendez-vous à l'adresse agence.automedia.ca. À nouveau, c'est agence.automedia.ca. Pour tout de suite, bonne entrevue. Et bonjour tout le monde, JF Breton avec vous pour un nouvel épisode du balado Automédia. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir André Nolin. André qui est un visage, ma foi, très connu de l'industrie de l'automobile au Québec depuis plusieurs années, qu'on associe à la marque FMT au fil des dernières années et qui aujourd'hui, en fait, nous rejoint en sa qualité de VP de Sully. Alors André, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vous tous. Comment ça va? Ça fait plaisir. Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, d'entrée de jeu, André, merci de te joindre à nous aujourd'hui puis d'être là pour nous raconter un petit peu ce qui vient de se passer parce que, ma foi, t'as fait les manchettes. Vous avez fait les manchettes, notamment chez FMT et chez Sully maintenant, officiellement. Donc, première question, on casse la glace tout de suite, là. Raconte-moi un peu, euh, parle-moi un peu de cette fusion-là. Raconte-moi en quelques lignes, là, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a beaucoup de choses qui est arrivé avec FMT, dont le décès du propriétaire qui était mon partenaire, Luc Vinet, malheureusement. Ça nous a affecté tous énormément. Et puis, on a repris le flambeau, on a roulé FMT, on avait beaucoup de plaisir, mais on avait un compétiteur qui s'appelait Sully pour ce qui est de la rétention au service, là. Nous, on offre des produits pour la rétention au service, naturellement, à travers la province du Québec. Et puis, on avait un compétiteur. On avait un là, de même envergure que nous qui s'appelait Sully. Et vu mon passé avec Raid, etc., parce que le propriétaire de Sully, c'est Stuart Lamont, qui était Raid anciennement, qui a acheté Sully il y a quelques années. On a toujours été en contact de toute manière. Et puis, on s'est assis à un moment donné de dire, les deux, on se bat un et l'autre pour le même bassin, etc. On fait à peu près les mêmes choses. On s'est dit, pourquoi pas mettre notre expertise ensemble pour faire une expérience client beaucoup plus favorable à nos clients qui sont les concessionnaires automobiles du Québec, naturellement, ainsi que les manufacturiers. J'ai trouvé l'idée intéressante, ça l'a germé dans ma tête, et puis en faisant l'acquisition de d'autres compagnies, parce qu'on a quand même acquis formation Laurent Tubise, FLH, qui était Mhm. spécialisée dans les ventes privées et non de la rétention quotidienne. C'est trois compagnies qui ont fait une fusion ensemble pour vraiment aller chercher les meilleures technologies de tous, les forces et les faiblesses, tout mettre ça ensemble pour que ça soit un produit fin prêt pour les 800 quelques concessionnaires du Québec. Donc, c'est ça.
Donc, écoute, c'est pas petit, là, c'est une grosse fusion quand même. Et justement, tu viens de le mentionner, ça implique par ailleurs plusieurs entreprises, là. Donc, si on fait le portrait en ce moment du portfolio global, dans le fond, la nouvelle entité est sous le nom de Sully. C'est le nom de Sully qui va demeurer finalement. C'est Groupe Sully. Groupe Sully. Parce que Sully est une entité, RAID est une entité, FMT est une entité, Conducto l'est aussi, et FLH. Donc, tout ça mis ensemble devient Groupe Sully. C'est pour ça qu'on regarde les logos. Si vous regardez les signatures, pour ceux qui la voient, tous les logos sont là. Fait que Donc, si jamais on veut voir ça, il suffit d'envoyer un petit courriel à André, puis on va pouvoir voir justement exactement à quoi ça ressemble dans la signature courriel. ou sur les réseaux sociaux, Ouais, ouais, ouais. LinkedIn, Facebook, etc. Là, on est là. Fait que, écoute, cette nouvelle entité-là, je pense qu'on est en mesure de dire sans trop se tromper que ça devient un des joueurs majeurs, sinon le plus gros du moins au Québec là, dans votre domaine. Pour ce qui est de la rétention au service, on devient le plus gros joueur, selon moi, au Québec. Je parle toujours. Pour la province, on a quand même plus de 200 clients actifs dans nos livres, en rétention et en vente privée et en rétention service aussi. Donc, oui, on devient un très, très, très gros joueur sur le marché du Québec. Mais avec l'expertise qu'on a, je pense qu'on est capable de faire une expérience client hors pair. Et parfait. Ben justement, parle-moi-en de ce que ça va apporter là, concrètement comme changement ou comme amélioration pour vos clients actuels, vos nouveaux clients aussi qui viendront peut-être, ou du moins on vous le souhaite, se joindre un peu à l'aventure. Qu'est-ce que ça va leur apporter concrètement de plus ou de différent de faire affaire avec cette nouvelle entité-là? Ben, c'est sûr que là, on a une force de frappe qui est beaucoup plus grosse, une représentation qui est beaucoup plus grosse au Québec aussi. Donc, on se retrouve avec beaucoup de représentants sur la route pour bien encadrer et bien gérer nos clients pour être sûr qu'on a les bons services pour eux. Donc, notre force vient de s'étendre à travers la province, donc on est capable de faire toutes les régions. Ça, c'est pour ce qui est de la force humaine. Fait on peut être beaucoup plus à l'écoute de nos clients, être plus présent sur le territoire. Ça, déjà, c'est beaucoup, parce que le côté humain reste très important, d'être à l'écoute des clients. Et après ça, on a la technologie de toutes ces entreprises-là, parce que ces entreprises-là travaillaient tous individuellement en silo. Là, on se met tous ensemble, fait qu'on partage toutes les technologies qu'on a. Donc, pour les clients actifs, ils vont bénéficier de la meilleure technologie que ces trois, quatre compagnies-là mis ensemble vont faire. On est en train de finaliser, on a quasiment finalisé le nouveau produit que moi, je m'amuse à appeler 2.0, là, mais il y Hmm. a un nouveau produit qui va sortir de tout ça. On réinvente pas la roue, là. La base, c'est la base. On est une compagnie spécialisée en rétention. Ça, c'est no doubt about it. C'est Hmm. vraiment de la rétention. Mais les technologies sont vraiment rendues poussées avec l'intelligence artificielle qu'on peut voir qu'on est en train d'intégrer dans nos choses, etc. On s'en va ailleurs, là. Ben justement, écoute, plongeons, allons-y. Écoute, sans me faire un exposé là, tu sais là, pendant la prochaine heure, mais si on est capable si t'es capable de me donner un petit sneak peek de ce 2.0 là, concrètement en termes de justement de technologie, de fonctionnalité et de ce que ça va apporter dans les opérations quotidiennes de vos clients, des concessionnaires, justement dans le volet rétention et outils technologiques. Parle-moi un peu des fonctionnalités qui t'excitent le plus ou des choses qui sont le plus intéressantes finalement pour vos clients. Ben, je pense que en 2025, où ce qu'on est, où ce que l'automobile s'en va aussi, je pense que c'est important de faire de la rétention. Peu importe que ce soit au service, que ce soit aux ventes, faut avoir un côté humain avec nos clients, puis savoir de les suivre, suivre vraiment de près tous nos clients. Il faut peut-être regarder le concessionnaire comme une entité totale et non séparer pièces, services, ventes. Ce qu'on a tendance à faire souvent est d'isoler chacun des départements. Dans la vraie vie, c'est un département parce que le service est interrelié aux ventes et les ventes sont interreliées au service. Un exemple, si on fait on répare mal les voitures, c'est sûr que les clients ne viendront pas racheter dans notre concession et si on les suit pas, ainsi de suite. Le même exemple peut se faire aux ventes. Si on ne suit pas nos clients en financement ou en location, ils ne reviendront pas peut-être acheter parce que présentement, on est bombardé partout sur les réseaux d'offres alléchante. Tous les manufacturiers sont bons, selon moi, là. Donc, c'est important en tant que concessionnaire de pouvoir suivre chacun de nos clients au bon moment, au bon endroit. Et c'est ce que le groupe Sully fait. On s'assure de suivre le client
qu'il soit au service, que ce soit un recall, que ce soit pour du CSI, que ce soit pour le premier rendez-vous. Puis on peut savoir qu'aujourd'hui, avec la technologie et même les moteurs à combustion, les changements d'huile se font aux années, hein. C'est plus comme avant où on faisait des changements d'huile aux 6 000, aux 3 mois. Ça a changé la donne avec les huiles synthétiques, etc. Chaque manufacturier est différent, on ne tombera pas dans le détail, mais Ouais. chacun a sa recette. Mais le laps, c'est à rallonger énormément pour les intervalles d'entretien. Donc, vu l'importance de suivre ces clients-là, ben, c'est des clients hors pair. On est chanceux au Québec, on a le changement de pneus obligatoire. Fait que le client est obligé de venir 2 fois en concession, hein. Ouais. Mais c'est quand même un casse-tête énorme à gérer à l'automne, quand il y a une date butoir pour avoir des pneus d'hiver. Si on n'est pas prêt, c'est le free-for-all quand la première neige tombe, les lignes téléphoniques sautent, le garage est plein pendant un mois, puis là, il y a des clients mécontents, hein. Donc, je prends des exemples concrets, mais c'est là de l'importance de préparer des campagnes de pneus, de préparer des campagnes de recall. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en concession, en suivi clientèle, que ça prendrait une armée pour le faire, tu sais, et de le faire à l'interne, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que le groupe Sully a la prétention de dire que nous, on peut vous accommoder, on peut vous faire un projet clé en main. Donc, on est là pour n'importe quelle initiative. Le groupe de concessionnaires ou le concessionnaire qui a sa propre BDC, on peut le supporter parce que je sais comment c'est dur d'avoir des BDC. Et sinon, on peut faire un projet clé en main et tout chapeauter les communications, autant par SMS, autant par email, autant par téléphonie. Fait qu'on est là pour ça. Le même exemple se fait aux ventes. La même chose, parce qu'aux ventes, on a un portefeuille de location qui est assez bien géré habituellement dans tous les concessionnaires à travers le Québec, mais il y a un portefeuille de financement aussi qui est plutôt bien ou pas géré, ça dépend des concessionnaires. Et après ça, on a le service. Le service, qu'on a des clients qui se déplacent à tous les jours pour aller au service. Tous les jours, un concessionnaire, il y a X nombre de personnes qui vont pour faire un entretien dans sa concession. Donc, il y a une personne soit qui a le temps ou soit qu'elle remet ses clés puis elle va chercher l'histoire. Donc, ces gens-là, souvent, on les ignore parce qu'ils sont au service, ils sont pas aux ventes. Mais au contraire, il faut prendre l'occasion d'aller les voir pour leur présenter le nouveau produit et essayer de les renouveler. C'est toute la rétention, ce que je viens de dire, de A à Z. Hmm. Donc, c'est ça que le groupe Sully est sa force. On a les outils aussi pour le faire. Et quand je dis qu'on peut supporter des concessionnaires qui ont déjà leur BDC, c'est leur former les outils de gestion de ça pour suivre. Parce que si on parle avec plusieurs concessionnaires, naturellement, à travers le Québec, puis souvent on dit, ah, je m'en occupe, je m'en occupe. Mais avez-vous le data? Avez-vous les KPI de tout ça? Et souvent, la réponse est non. Je ne sais pas trop. Je sais qu'elle fait ses appels, mais OK. Mais nous, on a les outils pour savoir, en a-tu fait 10 ou en a fait 50 ou en a fait 100 ou en a pas fait pantoute pour plein de bonnes raisons. Mais c'est bon de pouvoir savoir ce qu'on fait en concession. Ouais. Donc, on fournit la technologie pour le faire. C'est là qu'on peut supporter les concessionnaires. C'est super intéressant. Puis écoute, dans ta réponse, tu as nommé un paquet de d'éléments sur lesquels on peut s'enfarger ou d'éléments sur lesquels on peut ne pas être optimal justement et laisser finalement des dollars sur la table justement parce qu'on rate des opportunités et tout ça. Tu sais, si on devait les qualifier en ordre d'importance ou en ordre de fréquence, que vous voyez concrètement chez les concessionnaires au Québec. Là. On a parlé des challenges humains, d'avoir les humains qui suivent justement chaque élément comme ça. On a parlé des challenges technologiques, puis j'ajouterais là-dedans possiblement le fait que avec plein de systèmes différents qui sont pas nécessairement interconnectés puis qui se parlent pas tout le temps, c'est difficile d'avoir l'heure juste puis d'avoir la bonne information. Je pense qu'on tout le monde peut relate à un moment donné où un concessionnaire l'a rappelé pour changer ses pneus ou pour savoir s'il était toujours satisfait de son véhicule, mais que ça faisait 3 ans qu'il l'avait plus, tu sais, ou ce genre de situation-là qui est où justement l'information est pas nécessairement à jour ou accurate, donc précise dans le système. Fait, il y a beaucoup d'endroits où on peut justement rater des opportunités. C'est lesquelles les plus fréquentes et celles peut-être justement où si on voit que ok on échappe la balle sur plusieurs fronts, par où on commence? Qu'est-ce qui est le plus gros game changer à régler en premier, mettons, selon toi? Mais c'est une très, très bonne question, mais il y a tellement de réponses qu'on pourrait donner à ta question. C'est large, c'est très large, là. On va commencer par la base, c'est d'avoir des data propres. C'est-à-dire les bons numéros de téléphone, les cellulaires à bonne place. C'est sûr qu'aujourd'hui,
Avant, il y avait deux téléphones. On avait une ligne terrestre, puis on avait un cellulaire. De nos jours, c'est le cellulaire qui prend le dessus, mais souvent, ils sont pas dans la bonne case. Donc, ça, c'est un exemple que je donne, mais du data très, 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 très clean. Les personnes, c'est aussi niaiseux que les personnes décédées, qui ont plus de véhicule. Il y a beaucoup de gâchis qu'on fait quand on prend des grosses listes, quand on fait des événements privés. On prend des listes de 1000 noms. Souvent, on se retrouve avec du 150, 200 noms qui sont pas bons. Ils ont plus de véhicules. Ça fait quelques années qui vont pas là, etc. Donc, puis il faut pas oublier, on n'a pas parlé, mais il y a les nouvelles lois qui sont là qu'il faut faire très attention avec la data. Hein? Aussi, il y a ça. Mais au service, c'est la même chose. Au service, souvent, les datas vont être plus propres qu'aux ventes, cependant, parce que le client, il va plusieurs fois. Il y a des habitudes qui se sont faites avec les aviseurs techniques de confirmer l'adresse, de confirmer le numéro de téléphone, etc. Mais où ce qu'il faut, la première chose, c'est le data. Après ça, où ce qu'on l'échappe souvent, c'est qu'il y a peu ou pas de suivi. Donc, le directeur de renouvellement change, etc. Donc, le changement de poste au sein de la concession, fait qu'on échappe. On échappe des clients, on échappe des clients continuellement. Pour ce qui est du financement, je vous dirais que sont très rares les concessionnaires qui vont suivre avec un protocole les dossiers de financement. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. Mais le plus important de tout ça, je pense que c'est le client qui est actif au service présent pour des rendez-vous. Je pense que ça, c'est la facilité qu'on a d'aller chercher un client qui s'est déjà déplacé, qu'on ne fait pas déplacer, qui est sur place, qui attend, qui a rien à faire. Donc, je pense que ça, c'est le point qu'on néglige le plus dans à peu près toutes les concessionnaires du Québec. Pour X bonnes raisons, parce qu'on n'a pas, c'est pas le client le plus facile, là. Le monsieur est assis ou la madame pour un changement d'huile à 100 pièces, puis il propose une auto de 80 000. C'est sûr que ça fait une différence, là. On s'entend. C'est pas le même bill, mais C'est c'est justement il y a du potentiel là. Puis écoute, je trouve ça intéressant qu'on en parle maintenant parce que justement tu viens d'en parler là, tu sais, ça arrive 2 fois par année les blitz de pneus, puis on est pas mal dedans là, tu sais, fait que exact. donc ça peut être intéressant de mettre un focus là-dessus. Là. Justement cette saison-ci, c'est le printemps, c'est la grosse saison, fait que d'essayer de voir justement si on peut aller chercher des ventes additionnelles de cette façon-là, c'est super intéressant. Tu as glissé un mot sur les nouvelles lois, justement, protection des renseignements personnels. On sait là, le niveau de responsabilité des entreprises, dont les concessionnaires, et de choses auxquelles ils doivent faire attention finalement dans le cycle de vie de l'information du client. Ça a évolué beaucoup. Maintenant, il y a des lois qui sont en place. Donc, tu en as glissé un mot. Je présume que c'est parce que vous êtes en mesure d'aider les concessionnaires à bien gérer ça et à le faire de la bonne façon. Tout à fait, parce qu'en étant un centre d'appel et en étant le groupe Sully n'est pas un centre d'appel, mais on fait affaire avec beaucoup de centres d'appel. Donc, il faut qu'on soit au courant des lois. Et c'est nous qui appelons les clients au nom du concessionnaire. Donc, il faut s'assurer que les concessionnaires sont en règle avec la LNTE, le CRTC. Il faut s'assurer aussi qu'on n'a pas d'informations qui sont sensibles. Donc, des numéros de permis de conduire, des cartes de crédit, des choses comme ça dans la data qu'on a. Il faut s'assurer après ça de détruire la data sans aller à l'encontre du CRTC. Donc là, ça se complique un peu. On n'ira pas dans tous les détails parce en faisant affaire avec des centrales d'appel, on sait qu'on a de la data, mais le CRTC a une loi, la loi 25 elle a une loi, donc il faut travailler avec les deux. Donc, on se fait conseiller plusieurs fois par année par des firmes d'avocats pour être sûr qu'on est vraiment sur la balle là-dessus. C'est nouveau, la loi 25, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même assez nouveau. Qu'elle est en effet, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais avant qu'elle rentre en effet, c'est nouveau. Et les concessionnaires ont besoin d'aide avec ça. Je sais qu'il y a quelques organismes, que je ne fais pas de publicité pour personne, mais je sais qu'il y a plusieurs organismes Ouais. qui s'occupent de ça présentement avec le réseau, qui font une bonne job là, d'ailleurs. Là. Ouais, il y a des ressources déjà disponibles à ce niveau-là, justement pour tout mettre en ordre puis vraiment avoir une cartographie complète, parce que c'est vraiment ça le challenge. Là, on s'éternisera pas sur le sujet, mais justement de savoir chaque point de contact et chaque endroit où de l'information personnelle se trouve dans l'entreprise, autant au niveau numérique que papier, là, sur un post-it sur le coin du Mhm. bureau, puis dans le filière en arrière. Il y a énormément d'endroits qu'il faut penser dans le cadre de cette loi-là. OK, parfait. Fait, écoute, ça wrap un petit peu la petite parenthèse légale. On a parlé de plusieurs points de contact. Je veux revenir sur cette question-là parce que c'est un des éléments qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Évidemment, là, le téléphone est toujours d'actualité, mais justement,
courriel, texto. Il y a plein de façons aujourd'hui, évidemment, avec lesquelles on peut contacter le client. Selon ton expérience et selon ce que tu vois avec les clients chez qui vous travaillez quotidiennement en relance et tout ça, comment tu vois cette évolution-là? C'est quoi les méthodes les plus efficaces présentement pour avoir la meilleure communication possible, le meilleur taux de réponse possible, sans non plus tomber dans l'extrême où on finit par tanner le client justement parce qu'il trouve que c'est too much au niveau des communications. Fait, comment on fait pour trouver cet équilibre-là, puis par quelle méthode est-ce qu'on communique avec les gens? Il y a plusieurs méthodes de communiquer avec un client, mais pour répondre directement à ta question, la meilleure méthode, ça reste la téléphonie. On dirait ce qu'on voudra, mais il n'y a rien de mieux qu'un téléphone, puis de parler de vive voix à un client. Les clients, aiment ça. Sans aller dans l'extrême, là, on ne veut pas harceler les clients non plus. Là. C'est Mhm. pour ça qu'il faut qu'il y ait une intelligence en arrière, un calendrier d'événements, de contacts, etc. Ça a l'air facile là, qu'on en parle, mais c'est pas si facile. Il faut prévoir au moins un an en avance de quelle stratégie qu'on va faire pour mettons 2025, quand on s'assoit, genre en novembre, décembre, on peut déjà planifier toute l'année 2025 des communications qu'on veut faire avec les canaux qu'on veut faire avec tous nos clients pour pas les harceler puis pour leur parler au bon moment aussi. Donc, mais la téléphonie reste la meilleure méthode encore de nos jours. C'est sûr que le texto et les emails viennent renforcer la téléphonie. Donc, soit pour confirmer ou ouvrir une discussion. Donc, souvent, on va envoyer, moi je vous dirais pas souvent, tout le temps, un texto après un email, après le téléphone. Donc, si la personne nous répond par texto, parce qu'on est rendu habitué aujourd'hui les textos, ton consultant t'envoie un texto, la promotion t'intéresse, tu réponds. Si tu réponds pas, nous, on passe au email. Tu reçois un email, si tu le lis pas, t'interroger, etc., va déterminer si on va aller à téléphonie. Donc, parce qu'envoyer un email, envoyer des emails, c'est beaucoup moins dispendieux que faire de la téléphonie, plus dispendieux que les deux autres méthodes, mais les trois se combinent bien. Et après ça, après que le téléphone est fait, on peut confirmer ça. Les clients, le consommateur aime beaucoup la confirmation par texto, même toi, là, Hmm. Jean-François, même moi, quand les masters, nos coiffeurs, peu importe, les gens nous confirment toujours, le dentiste nous confirme C'est par ça, à texto. travers plusieurs industries, to your point, là, c'est pas unique aux concessionnaires automobiles, ce qu'on parle là, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment, justement, le coiffeur, le dentiste, le vétérinaire, tu sais, là, Mhm. on est habitué, même les restos, là, tu sais, un petit rappel de, whoop, Exact. dès au niveau du show-up, justement, ça va aider à limiter les oublis et à s'assurer que les gens se présentent au rendez-vous qui a été fixé. Exactement. Et ça vient, c'est pour ça que je dis ça vient renforcer, Hmm. consolider ton rendez-vous que tu as fait par téléphone. Donc, un reminder, dire, ah, c'est vrai, j'avais rendez-vous. Parce que quand on fait des événements ou qu'on convoque un client à un concessionnaire, comme un matin, je me suis réveillé, il y avait de la neige à la maison. Là. Ça se peut que les gens sortent pas. Ça peut arriver. Donc, c'est pas un docteur. Là. Il faut comprendre que, mais ça l'aide. Mais la communication la meilleure, c'est la téléphonie. On sort pas de là. Parfait, parfait, parfait. Je veux t'amener sur un autre terrain maintenant, celui des ventes privées, plus particulièrement, parce que ça aussi, j'ai l'impression que ça a pas mal évolué des dernières années. C'est un concept, c'est quelque chose qui, évidemment, qui est omniprésent et qui se fait depuis de nombreuses années dans les concessionnaires. Parle-moi un peu de comment ce concept-là, comment cette chose-là qui est la vente privée en concessionnaire automobile a changé, a évolué dans les dernières années, je dirais. Puis comment, c'est quoi la bonne approche selon toi ou les bonnes approches, les meilleures approches pour inclure ce type d'événement-là et ce type de stunt-là dans le plan marketing d'un concessionnaire et maximiser justement les résultats sans, encore une fois, on parlait tantôt de pas écœurer les clients. Mhm. Il y a aussi, je pense, au niveau des ventes privées, une ligne à ne pas franchir ou du moins un espèce d'équilibre à trouver sur la fréquence et la façon dont on communique avec les clients. Fait que parle-moi un peu de ce volet-là. Là. C'est quoi la bonne façon en 2025 de faire des ventes privées? Ben, la bonne façon de parler d'une vente privée, c'est pas évident, là. C'est pas, parler de vente privée, c'est quand même, il y a beaucoup de stratégies en arrière de ça, mais je reviens à ce que je disais, faut planifier en novembre, décembre, planifier l'année qui suit pour les événements. Donc ça, c'est-à-dire, euh, selon la grosseur de ton concessionnaire, donc si tu vends-tu 500, tu vends-tu 1000, tu vends-tu 1500, 2000 autos par année, c'est là qu'on va déterminer avec ton data. Donc, il faut faire une analyse de ta banque de données pour nous permettre de savoir combien d'événements stratégiques tu devrais faire. C'est sûr que
le groupe Sully, avec les années d'expérience qu'on a, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des compagnies là-dedans qui existent depuis 1994 et plus, là. Donc, ça fait longtemps. Donc, on a des statistiques. On sait où est-ce qu'on s'en va pour conseiller le concessionnaire. Mais je te dirais, en moyenne, un concessionnaire de taille moyenne pourrait faire 4 événements par année sans nuire à sa base de données, sans nuire à sa clientèle. Cependant, il faut que ce soit bien fait. Et Hmm. c'est là que des fois ça blesse. Il faut que ça soit bien fait dans le sens qu'il faut que ça, on ait un message concret à dire aux clients. Faut pas amener les clients non plus au vu, là, à une bonne expression québécoise. Il faut leur dire la vérité. Le taux d'intérêt qui est pour eux, pour leur véhicule, le montant en rabais qu'ils peuvent avoir. Je pense que c'est fini les années où on disait, hey, tu peux avoir un rabais jusqu'à 10 000 mais c'était sur un pick-up, puis il y en avait un en Alberta, puis c'est tout, là. Tu l'auras pas sur une Toyota Corolla, là. Tu sais, 10 000, c'était quasiment le prix du char dans le temps, là. Tu peux pas l'avoir. Tu peux pas te Comprends. donner le taux. Mais c'est donner un message clair, être transparent avec les clients, puis les appeler au bon moment. Tu sais, c'est là l'importance. Puis faire des événements privés, ça, c'est selon chaque propriétaire, directeur généraux qui décide, mais avec, de bons conseillers comme nous, les firmes qui font ça, je pense qu'ils sont en mesure d'en faire de 3 à 4 par année, sans nuire à personne. Et tout dépendant de ce qu'ils font à l'interne avant. S'ils Hmm. font, nous, on a un système qui s'appelle copilote. Copilote, ça dit bien le terme. C'est comme je serais le copilote du concessionnaire. Dans un rallye, il y a toujours un copilote. Sinon, le chauffeur prendrait le champ parce qu'il arriverait trop vite en première courbe. Donc, le copilote, c'est son devoir de dire, hey, ralentis, faut que tu rentres à 70 km/h, puis tel degré, puis sinon, ça va bien aller. Donc, c'est ça qu'on fait un peu. Groupe Sully, on veut être le copilote du concessionnaire pour lui dire de faire de la rétention journalière pour ses clients aux ventes. Donc, si le client est sur un système de suivi journalier avec nous, sur un suivi de location, financement des clients qui sont actifs au service, etc., mais lui, il va pouvoir faire moins d'événements Hmm. parce qu'on est déjà en communication avec les concessionnaires. Et les opportunités sont déjà identifiées et mises de l'avant, Exact. du moins, là, de façon régulière et proactive, là. Exact. Je vois aussi, puis corrige-moi, là, je crois aussi remarquer une espèce de tendance où on va faire peut-être un peu moins de gros événements à grand déploiement, là, puis on invite tout le monde, puis ah ouais, on met des éléphants gonflables dans le parking, puis ça y va comme ça. Et peut-être davantage je vais appeler ça des micro-événements, ou justement des plus petits événements. On contacte moins de gens, mais justement beaucoup mieux ciblés. Et on a effectivement à ce moment-là une promesse qui est beaucoup plus personnalisée. Est-ce que c'est quelque chose qui... J'ai-tu raison de penser que c'est une tendance qui est en croissance présentement? Ben, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je parlais du Hmm. produit copilote. C'est pas des mini-événements, mais c'est du suivi en continu des clients, du portefeuille global des ventes de la concession. Donc, ça, c'est vraiment du suivi à tous les jours journaliers. Donc, ça pourrait être vu comme des mini-événements. Mais oui, il y a un produit de mini-événements aussi. Ça va avec chaque manufacturier, avec l'agressivité du manufacturier. S'il sort un nouveau produit, admettons que en prenant une Nissan comme exemple, qui a un ROG, comme cette année, il y a un nouveau ROG qui est sorti en 2025. Mais là, c'est le temps de faire un événement de lancement. Puis ça, je trouve qu'on l'a oublié depuis quelques années. On n'en voit plus de lancement. C'est Avant, vrai. anciennement, il y avait beaucoup de lancements. C'était très fort. Là, Mhm. il n'y en a plus. Je trouve que on échappe. Là, peut-être que les gens vont dire, André, t'es rendu vieux, là, tu parles de lancement, de ci, de ça, c'est des anciennes méthodes préhistoriques. Mais moi, je crois que non. Je crois que non. Je pense que c'est important de promouvoir notre brand, notre marque, un nouveau modèle, notre icône. Puis les gens sont excités d'aller voir ça. Donc, quand tu les appelles, tu as quelque chose de réel à leur dire, Monsieur Alain, on vous appelle, vous avez votre ROC 2022, il y a un nouveau, vient de sortir. Est-ce que vous êtes Mhm. intéressé à aller le voir? C'est sûr qu'il va te dire oui. C'est sûr, il va dire oui, oui, je suis intéressé à aller le voir. Donc, je pense que c'est important de, de regarder ce qu'on a fait dans le passé qui marchait bien, puis de l'intégrer encore dans le futur. Puis pas juste penser que les réseaux sociaux, que tout va faire la job, parce que ça reste que les Instagram, les Facebook, les LinkedIn, tout ça, toutes ces belles plateformes-là, ça reste du virtuel. Et on touche pas au véhicule, puis l'automobile, c'est de l'émotion. On s'en cachera pas, c'est émotionnel. C'est comme une maison. Une maison sur plan ou une maison construite, deux choses complètement différentes. Moi, je suis pas capable d'acheter sur plan. Je visualise pas.
Ma femme est capable, c'est son métier. Fait qu'elle, des plans, elle lit ça, puis elle voit tout ça en 3D. Moi, je vois rien voir tout. Mais ça, mais c'est vrai. Mais c'est la même affaire avec une voiture, tu sais. Une Ouais. voiture, j'en parlais pas plus que hier avec, je me rappelle pas qui, mais je parlais de ça, puis je disais, quand que Jaguar avait lancé son F-Space, un petit SUV qui était sorti, tout le monde capotait, ça fait une couple d'années déjà, là. Puis, moi, dans ce temps-là, je conduisais juste des F-150. Désolé, mais c'est ça, je conduisais les gros pick-up. Fait que j'aimais ça. Puis pour ceux qui ont des pick-ups, on est tellement large, tellement d'espace là-dedans. Puis là, j'étais tanné, c'était trop gros. J'étais au stationnement, etc. C'est compliqué. Fait que je dis, OK, on va rapetisser. Fait que là, je vois ça passer, le Space. Je dis, wow. Puis en étant en émotionnel, je tombe en amour avec l'auto. Je dis, je vais acheter ça. Fait que je m'en vais voir un de mes amis qui est propriétaire d'un Jaguar. J'arrive là. Ouais, il dit, je suis sûr que tu n'achèteras pas ça. Puis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, embarque dedans. Je vais embarquer dedans. Ça a pris 2 secondes. T'as bien raison, j'achèterai jamais ça. Ah oui, hein? Ben, c'était trop petit, j'étais pogné, j'étais pas bien. Mais ça, tu peux pas le savoir virtuellement. Tu sais, l'intérieur, virtuellement, l'image est super belle, là. Ouais. Moi, j'avais tout fait mes devoirs comme tout le monde, là. J'avais regardé ça, j'avais comparé Google, tout blabla, j'avais tout fait. Mais tant que Mais t'as pas quand les t'as... fesses dans le siège puis les mains sur le volant, c'est dur de savoir. Exactement. Puis l'essai routier, c'est important. Puis ça, des fois, on a tendance à penser que tout se fait tout seul, mais Hmm. le client a besoin de s'asseoir, de l'essayer, puis après ça, son choix est final. Tu sais. Mais dans la C'est vente, c'est ça qu'on fait. Nous, on veut faire rentrer le client pour qu'il puisse voir et toucher au produit. Écoute, c'est super intéressant. Il y a un des éléments dont on a parlé au début de la conversation, sur lequel je voulais peut-être aller creuser un petit peu plus, et c'est quand tu me parlais justement du portefeuille d'outils technologiques que vous avez, et tu as mentionné un terme très populaire par les temps qui courent, c'est-à-dire intelligence artificielle. Fait que, écoute, sans connaître exactement la recette de la sauce, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet-là? Où est-ce que l'intelligence artificielle va s'intégrer justement dans votre portefeuille de produits? Comment est-ce que c'est utilisé concrètement? Mais pour être honnête avec toi, on est en plein développement c'est parce que c'est tout nouveau, hein. Mhm. Puis ça a ses limites encore. Nous, on va pas dans des appels avec l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des firmes qui le font, mais moi, j'ai décidé de pas aller dans cette avenue-là encore pour faire des appels robotisés. Euh, je pense que le côté humain est encore important de pouvoir échanger. Parce qu'avec un robot, avec l'intelligence artificielle, on peut échanger, mais à un moment donné, si tu poses une question pointue, ça va arrêter. La discussion va arrêter là. Puis souvent, quand on parle d'un client qui était à rendez-vous pour un rendez-vous service ou un recall, il y a beaucoup de questions qui sortent que on est. Mais pour ce qui est des textos, des courriels, etc., de répondre, je pense que l'intelligence artificielle est rendue là, big time. Je pense on peut travailler avec ça énormément. Nous, on s'en sert aussi pour tout ce qui est script, tout ce qui est texte, etc. C'est rendu fort et beaucoup plus. Et on s'en sert après, parce que j'ai des vendeurs, mes directeurs de territoire s'en servent aussi sur le développement. Donc, tout ce qui est, est-ce que vous avez lu nos emails, est-ce que vous les avez ouverts, est-ce que l'intelligence artificielle, elle rentre là, pour répondre aussi, faire le suivi à la place du représentant. On Mhm. est rendu là. C'est sûr qu'on va pousser beaucoup plus loin, mais ça, c'est in progress présentement. Fait qu'on travaille, puis je peux pas dévoiler tous les secrets, mais on Ben non. travaille présentement là-dessus. Euh, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus d'ailleurs présentement. Ça va évoluer, mais le bémol que je mets, c'est que dans l'émotion, ça prend de l'humain. Puis ça disparaîtra pas. Je pense pas. Mon opinion. Excellent recap. C'est un excellent recap. Écoute, super intéressant. C'est donc une nouvelle entité qui était déjà là, mais qui est là en version, comme tu disais tantôt, 2.0. Le groupe Sully désormais. André, en terminant, est-ce qu'il y a certains éléments, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné à date dans l'entrevue et sur lequel tu aimerais mettre l'emphase avant de conclure? Il y a plein de choses qu'on n'a pas mentionnées dans l'entrevue. C'est 1 heure, c'est quand même court, mais je pense que l'automobile, faut commencer à se regarder dans un miroir pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Faut pas oublier qu'il y a des marques chinoises qui vont débarquer ici, BYD de ce monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir. La compagnie s'appelle BYD, ça veut dire Build Your Dream. Euh, Quand même des très belles voitures, 100% électriques, là, on s'entend, mais très, très, très belles voitures qui est partout à travers le monde, à part les États-Unis et le Canada, et à des prix très, 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 très compétitifs.
je t'interromps, mais ceux qui étaient au sommet de la CCAM, là, en marge du Salon de l'Auto cette année, disons on en a entendu parler, là. C'est pas Oui. un mythe lointain, là. C'est une réalité qui est très présente et c'est une question de temps, dans le fond, avant que ça débarque sur le marché. J'ai pas fait que tu parles du sommet qu'il y a eu, parce que j'étais présent, puis j'ai adoré ce travail-là. Mais je Mhm. pense qu'on a je pense que le domaine de l'automobile, on doit se regarder puis dire est-ce qu'on est prêt à faire face à tout ça? Parce qu'il va y avoir des changements, hein, on le sait déjà. On est dans une évolution qui va à vitesse grand V et très vite, même trop vite, je pense, pour tout le monde. Donc, tu sais, il faut regarder. Les réseaux sociaux ont amené une certaine démarche qu'avant on n'avait pas. Pour les vieux de la vieille comme moi qui vendaient des véhicules en 94, on était plus un salon de l'auto où les gens venaient regarder un véhicule, on leur montrait, on leur expliquait c'était quoi, etc. Parce qu'ils savaient aucunement la différence entre un Nissan, un Honda, un GM, un Ford. Ils savaient que Mhm. c'était des Japonais puis ils savaient que c'était des Américains. Mais pour ce qui est du reste, ils savaient pas grand-chose. Aujourd'hui, tout le monde a la même habitude d'avoir son laptop sur les cuisses le soir, puis au lieu de regarder la télé, ou on regarde les deux. On fait des recherches, on est capable de comparer, de savoir les coûteurs des véhicules, de savoir comment mon échange vaut. On est capable de savoir à peu près tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, à part de toucher au véhicule. Fait que je pense qu'on l'automobile, on doit se regarder dans le miroir et dire est-ce qu'on accueille bien nos clients, est-ce qu'on donne le service qu'on devrait donner, puis est-ce qu'on garde nos clients. L'avenir nous le dira, mais je pense qu'on a des devoirs à faire tous et chacun. Puis le groupe Sully, on est là pour supporter les dealers dans la rétention. Donc, tout ce qui est rétention, on est là pour encadrer tout ça, pour s'assurer qu'au moins la clientèle qu'on a soit captive. Donc, je pense que c'est un bon début. C'est sûr que c'est un bon début, surtout justement à une époque qui est celle qu'on vit dedans, qui est celle que tu viens de décrire, où justement, tu sais, le nombre de canaux se multiplie à chaque année. Mhm. Ça coûte de plus en plus cher pour rejoindre de moins en moins de monde. Tu sais, si on résume ça là, au niveau des efforts publicitaires, marketing pour essayer de faire rentrer du monde, d'amener des nouveaux clients, puis d'entamer une nouvelle relation d'affaires justement avec un client pour la première fois. Donc, je pense que tu viens de le mentionner très justement, euh, de conserver les clients qu'on a déjà dans le portfolio, puis de s'assurer de garder ce client-là et de faire la deuxième vente, la troisième vente et de ramener le client au service et ainsi de suite. Je pense que plus que jamais, ça devrait être, si ça ne l'est pas déjà, d'actualité et au sommet de la liste des préoccupations. Ben, je pense que oui. Ça, on appelle ça, tout ce tu viens de dire, c'est du service à la clientèle, tu sais. Puis des fois, on l'oublie. Des fois, pour avoir travaillé en concession longtemps, des fois, on maximise le profit, etc. L'argent avant l'humain. Mais je pense qu'en 2025, il va falloir qu'on commence à penser plus à long terme. Qu'un client, c'est peut-être pas une voiture, mais c'est peut-être deux, trois voitures avec l'entretien au service, etc. Il y a des brands qui ont commencé à le faire. Si on regarde Genesis, que je connais pas beaucoup, mais je sais que eux, ils ont des packages pneus, entretien, tout inclus. Euh, on va voir ça de plus en plus parce qu'il faut garder captifs les clients. On n'a pas le choix. Si on les garde pas Mm. captifs, il y a tellement de compétition, comme tu as dit, de partout, là, de partout, 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 qu'on a de la misère à regarder les clients. Donc, c'est Mm. important de penser relation humaine. Moi, je pense que ça va être un atout majeur pour le futur. C'est tellement une belle façon de ramener ça parce qu'effectivement, euh, il y a plein d'outils maintenant, il y a plein de technologies, il y a plein de façons qu'on peut, justement, de façon un peu robotisée, comme tu disais tantôt, être là, être présent. Mais la relation, tu sais, c'est drôle que plus les technologies sont présentes et plus, justement, les outils existent, plus ça vaut la peine des fois peut-être de se ramener à quelque chose qui n'a pas besoin d'aucun outil puis d'aucune Mhm. technologie, c'est-à-dire la relation humaine avec ton client, puis l'expérience client de façon générale que tu lui fais vivre. Et autant au niveau de l'expérience de est-ce qu'on me fait des suivis personnalisés, est-ce qu'on me relance au bon moment, est-ce que je trouve ça pertinent les communications que je reçois par mon concessionnaire, mais aussi, comme tu le disais, par le moyen d'événements, par le moyen d'expériences physiques en concession. Venez-vous-en en concession, oui, pour un événement de vente, mais aussi, tu l'as mentionné tantôt, un lancement de nouveaux modèles, une présentation, des événements aussi qui sont peut-être un petit peu moins hard sell, mais qui vont faire en sorte que ce lien-là, ce sentiment d'appartenance, puis cette connexion-là avec ton client va juste s'en trouver renforcé. Je suis complètement d'accord avec toi. Un cocktail le soir pour présenter un véhicule, sans vente de véhicule, est aussi payant qu'une vente qu'on fait.
Parce que de démontrer un véhicule puis de permettre à une clientèle VIP cible de venir voir ce véhicule-là, parce que c'est un événement habituellement qui est fermé. On en faisait dans le passé, on en a fait plein. Et Mhm. les clients étaient contents de prendre une petite coupe de vin, de regarder le véhicule, de se faire expliquer brièvement. Ça durait pas 4 heures, ça durait 1 heure et demie. On expliquait le véhicule, puis ils s'en retournaient tout le monde. Ça finissait toujours par des ventes. Toujours, 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 toujours. Et on le vit dans d'autres domaines que l'automobile, ça existe encore, ça va toujours exister. Les gens sont flattés de se faire inviter à quelque part et ont un sentiment d'appartenance après face à ça. Donc, un concessionnaire doit faire ça, autant au service qu'aux ventes, là. Pas juste aux ventes, là. Le service aussi, là. Nos autos sont compliquées aujourd'hui, là. Tu sais, c'est rendu des ordinateurs, là. Pour ceux qui ont des voitures électriques, pour rentrer dedans, c'est un ordinateur, là. Juste de savoir tout comment ça marche. Pour un gars d'automobile comme moi, des fois, t'as une minute, là, je sais plus. Faut que je regarde. Fait que de faire des soirées démonstrateurs de comment votre véhicule fonctionne, le Mhm. service faisait ça avant aussi, là. Ouais. Ça fait des années que j'ai entendu parler de ça, j'ai jamais revu ça. Donc, je Le sais pas si ça fameux événement existe. de seconde livraison, là, où est-ce qu'on refait Ouais. le tour, on répond à vos questions, on en profite pour vous présenter l'atelier de façon un petit peu plus... Parce qu'on s'entend, là, au moment de la livraison, c'est encore long le processus. Là. Tu viens de Mhm. passer 2-3 heures en concession avant de finir par partir avec ta nouvelle auto. Ça se peut que tu aies oublié certaines des explications qui t'ont été faites pendant ce moment-là. Fait que justement, de revenir dans un autre contexte, un autre événement pour justement répondre à tes questions. Tu sais, ça fait un mois que justement, puis c'est quoi ce piton-là déjà, puis comment ça marche pour changer telle affaire. Mhm. Puis en même temps, je te voir le département de service, voir comment c'est organisé en arrière, planifier déjà son premier Mhm. rendez-vous, ce genre de choses-là. Ça, c'est encore un sentiment d'appartenance. C'est encore de la relation humaine. Donc, c'est là qu'on voit. Puis, tu sais, si je te parle d'un cellulaire, les autos sont connectés sur le cellulaire aujourd'hui. Mm. Juste ça, j'en connais plein, là, ça marche pas, c'est compliqué. Les gens plus âgés, faut prendre le temps, mais souvent, on va négliger ces parties-là. Parce que Ouais. on est pressé de livrer l'auto, le client est pressé de s'en aller, il s'en souvient plus. Fait que faut prendre le temps, puis si je pense que la deuxième livraison, c'est un bon point. Là, c'est sûr qu'on s'écarte du sujet, mais c'est quand même quelque chose, ça reste dans la relation humaine, là. Ça reste la relation, exactement. Puis tu sais, to your point, sur l'élément technologique, puis le fait qu'on roule littéralement des ordinateurs sur roue aujourd'hui. Dans un épisode qu'on vient de publier récemment, là, il y a Sébastien Bolduc qui nous mentionnait que même au niveau de la mécanique, là, il parlait avec une école justement de formation pour des techniciens. Oui. Puis les nouvelles recrues, les gens qui s'inscrivent de plus en plus à ces cours-là, c'est plus tant des mécanos purs et durs, mais plus des tech whiz, là, tu sais, jusqu'à un Mhm. certain point, là, justement, pratiquement des passionnés d'électronique et tout ça, parce que, et avec raison, tu sais, ils utilisaient l'image. Écoute, les mécanos qui s'en retournent chez eux le soir, là, c'est plus nécessairement ce qu'on voyait avant avec les mains, tu sais, pleines de graisse, pleines d'huile, là, que ça part plus, là. Oh, c'est plus nécessairement ça qu'on voit toujours aujourd'hui. Là. Et avec l'électrification des véhicules, la mécanique, ça va changer énormément, là, parce Mm. que si on regarde les voitures à combustion, oui, ils ont beaucoup d'informatique, de composantes, de technologie, mais si on regarde une voiture électrique, on est des années-lumière. C'est fou, là. Il y a certaines brands d'auto électriques que c'est vraiment pensé comme un cellulaire, un ordinateur. Mm. Ça n'a rien à voir avec une voiture. Pour un gars d'automobile comme moi qui est embarqué là-dedans, j'étais complètement dépaysé. J'étais là, oh, c'est ça. C'était pas un char pour moi, là. Mais là, on voit que la tendance, ça va plus dans un peu une voiture, mais elle reste électrique. Mais la mécanique de ça, si on est ailleurs, là, c'est plus des mécaniciens, comme tu dis, Mm. à part des freins. Le reste, il n'y a rien. Il n'y en a pas de moteur, c'est un moteur électrique. Donc, c'est pas gros, là. Et ça va tout changer. Et de là, l'importance de suivre ces clients-là, parce que l'entretien de ces véhicules-là, ça casse pas, là. Un auto électrique, il y a très peu de choses, à part les défauts, on parlera pas des recalls qu'il y a présentement, parce qu'on Mm. est encore des cobayes, là, quand même. La technologie est nouvelle, 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 nouvelle. Mais point de vue motricité, ça casse pas un auto électrique, là. Il y a Mm. d'autres choses qui cassent, mais c'est des niaiseries. Fait que c'est sûr que ça va changer le paysage encore de l'automobile. On est les 10 prochaines années, là, vont, de 5 à 10 ans, là, ça va être de toute beauté à regarder. Pour moi, c'est comme un film qui va se passer. Ben, c'est vrai, parce qu'on va tellement avoir de bouleversements, Ouais. il va y avoir des nouvelles marques. Tu sais, je regardais le classement hier de mondial des véhicules, et à ma grande surprise, si je me trompe pas, BYD était quatrième mondial. Qu'est-ce que c'est ça?
une marque complètement neuve. Elle a pas 100 ans, cette marque-là. Là. Elle a peut-être 5 ans, 6 ans, je me rappelle plus exactement le nombre d'années, mais elle est pas vieille. Hmm. Elle a monté au 4e rang. Voyons donc. Aussi, le premier, c'est Toyota, mais ça a monté quasiment puis, au rythme qu'elle va. C'est sûr qu'elle dépasse tout, là. Ça n'a Hmm. aucun sens. Fait que, tu sais, tu regardes ça, tu dis, voyons donc, ça a dépassé tous les grands de ce monde. Elle a passé, pfoum, merci, bonsoir. Donc ça va changer encore l'automobile. L'électrification des véhicules va changer l'automobile. En sachant tout ça, je pense que c'est important de suivre nos clients et de les garder et de les valoriser pour qu'ils aient un sentiment d'appartenance à notre marque à nous. Sinon, on va tout perdre, là. Notre marque et je vais même me permettre d'ajouter à notre concession très Oui. précisément, très spécifiquement. Tu sais, puis to your point, tu viens de parler de l'exemple justement de BYD, puis je nous ramène au fameux sommet de la CCAM là, avant le salon, et c'est l'un des éléments sur lesquels on a beaucoup insisté, le fait que ce sont des entreprises qui ont des philosophies de vente au volume, mais que quand vient le temps justement du service Mhm. après-vente, À la c'est là peau. qu'il y a une grosse opportunité justement pour les concessionnaires, notamment québécois, de rester très, très, très pertinent et de se démarquer au niveau de la qualité de ce qu'ils offrent comme expérience. Exact. Ça, on est 100% d'accord les deux là-dessus, mais je pense qu'on n'est pas là. Je pense que malheureusement, on n'est pas rendu là encore, et puis ça va demander des efforts, puis il va falloir qu'on les fasse, hein. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, dans la vie, il y a ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. Le fait que des marques comme BYD débarquent potentiellement à plus ou moins court terme sur un marché comme le nôtre, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut changer. Par contre, le fait de travailler sur notre relation avec nos clients, puis de s'assurer d'être très, très bien positionné à ce niveau-là, quand ces marques-là, ces rouleaux compresseurs-là vont arriver sur le marché, ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de ce qu'en tant que concessionnaire, on a du contrôle. Exact. On contrôle ce qu'on peut contrôler. Donc, notre clientèle, on peut du moins l'encadrer pour qu'elle soit heureuse avec nous, que ça fasse des wow facteurs, puis qu'il reste avec nous et qu'il ait le sentiment d'appartenance, comme tu as bien dit tantôt, envers notre concession et le produit. Parce que le manufacturier est responsable du produit, mais le concessionnaire est responsable de sa concession, de ses employés. Je pense qu'on est, puis c'est, de tout ce qu'on parle depuis tantôt, c'est de la relation humaine. Et je pense que c'est assez facile pour les gens de régler ça rapidement. Tu sais, c'est assez facile de se dire, OK, là, nous, on va y aller. Il y en a plusieurs qui le font déjà. Là, tu sais, il y a plusieurs concessionnaires qui sont dans cette ligne-là de dire, on va revenir à la base, relation humaine, on suit nos clients, etc. Puis on voit des succès, des beaux succès dans l'industrie automobile, là. Ben, c'est génial. Écoute, André, en terminant, je t'envoie une petite curveball juste parce que on est quand même dans une industrie émotive. On parle de bagnole. Fait que si on avait à sélectionner ton modèle 2025 ou va falloir que tu te mouilles là. Mais tu sais, s'il y a quelque chose qui t'a vraiment attiré l'œil, disons, dans le line-up de tout ce qui est disponible en 2025, ce serait quoi? Ah, écoute, c'est dur à répondre pour moi parce que je fais affaire avec tous les manufacturiers, Hein? tous les concessionnaires du Québec. Tu sais, comme je t'ai dit, on a beaucoup de clients, fait que ma réponse risque de me nuire. Faut Mais pas je vais y aller froisser quand personne. même. Je vais y aller quand même, mais moi, je suis un peu freak, fait que je vais nommer une marque qui existe, qui est juste un concessionnaire à Toronto. Donc, ça s'appelle, je vais pas me tromper parce que c'est nouveau, c'est Ineos. Moi, c'est mon style. J'étais un plus un style G-Wagon de Mercedes, OK. de Land Rover Defender, l'ancienne version, Mhm. de Toyota Land Cruiser, l'ancienne version, un peu brousse Afrique. Et c'est un monsieur-là, un British, qui a voulu acheter la compagnie, qui n'a pas voulu. Fait qu'il a dit, OK, ben, je vais le faire moi-même. C'est un homme qui est très fortuné, fait qu'il a créé sa propre marque. Au Canada, malheureusement, il y a juste un moteur à essence. Le diesel n'est pas là. Mais c'est un moteur BM qu'il y a dedans. Donc, OK. mais je l'ai vu en réel parce que où ce que je demeure, il y en a un. Ah oui, hein? Ouais, ouais, je le Ah, fait suis. à tous Fait les trois, jours, tu quatre te fais fois. tenter. Oui, oui, oui. Puis on parle, c'est quand même assez dispendieux. On parle d'un véhicule de 100 000 au Canada. Hmm. Écoute, c'est une copie soit améliorée, mais pas conforme, mais quasiment conforme d'un Land Rover Hmm. Defender. C'est ça. Fait que je me suis mouillé, mais je peux pas. C'était une excellente réponse. André Nolin,
du groupe Sully. Si on veut en savoir plus sur votre offre de service, sur vos produits, sur la façon dont vous pouvez concrètement aider les concessionnaires, où est-ce qu'on envoie les gens? On les envoie sur notre site internet, hein, Mhm. sully.ca, et puis là, il va y avoir plein d'informations. Ils sont capables de les avoir. Ou sinon, c'est sûr qu'avec tous les représentants qu'on a sur la route et moi-même, les gens savent nous rejoindre là, quand même assez facilement, mais Internet, tapez Sully, groupe Sully, tapez FMT, peu importe le nom, vous allez arriver à la bonne place pour avoir les bons services. Excellent. Et bien sur ce, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps. Bon succès avec cette nouvelle entité 2.0, sully.ca, puis au plaisir de te recevoir une prochaine fois au balado. Ben, ça me va faire plaisir. Merci à toi. Bonne journée. Ciao. À toi aussi.